Merci de m'avoir confié cette lourde tâche d'aborder ce double point qui est le point sur la diffamation et l'injure pour les blogueurs d'une part et la responsabilité des éditeurs de sites en cas de contribution extérieure d'autre part. Je dis lourde tâche parce que je ne suis pas le premier dans le cadre de colloque Légipresse à avoir abordé cette double question et je ne me risquerai pas à la comparaison avec mes excellents prédécesseurs tels que, pour ne pas les citer ou pour ne les citer que, un certain Basile Adair sur les espaces citoyens et sur la législation et les responsabilités en résultant. Et pour ce qui est des responsabilités nées des espaces de contribution en ligne, monsieur le conseiller Montfort et monsieur le président Boyer qui ont fait des interventions certainement bien plus brillantes que la mienne. Donc un excès de modestie peut-être me poussera à limiter mon intervention à un état des lieux synthétique de cette double question, la responsabilité et le fond de l'expression des blogueurs d'un côté et la responsabilité qui peut résulter sur les espaces de contribution personnelle de l'autre. Mais mon intervention aura peut-être aussi l'intérêt d'actualiser un petit peu la question à une période où effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure pour des délits un peu spécifiques, mais la question est plus largement évoquée sur la question de la liberté d'expression. Aujourd'hui, l'Internet constitue un vecteur d'information absolument fantastique, absolument en développement exponentiel. Et c'est vrai que si on songe par exemple au fait que s'agissant des blogs, une étude récente a établi que chaque mois, à peu près 3 millions de blogs étaient créés. On prend la mesure de ce que ça peut impliquer dans le vecteur de l'information. Quand on prend également la mesure de ce qu'une plateforme comme Tumblr, qui est une plateforme qui permet de créer de manière simplifiée des blogs, compte plus d'une centaine de millions de membres actuellement, on voit que les blogs ne sont plus l'apport congru, la portion congrue de la liberté d'expression, mais au contraire un vecteur tout à fait important. Alors, cette importance a été saisie par la Cour européenne des droits de l'homme dans un certain nombre de décisions, notamment 2 décisions assez récentes. Un arrêt Ahmet Yildirim contre Turquie du 18 décembre 2002, mais aussi et surtout un arrêt sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est un arrêt Delphi contre Estonie du 16 juin 2015, par lequel la Cour européenne, et là je vais prendre le soin de la citer, souligne que la possibilité pour les individus de s'exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d'exercice de la liberté d'expression et que grâce à leur accessibilité ainsi qu'à leur capacité à conserver et diffuser de grandes quantités de données, les sites Internet contribuent grandement à améliorer l'accès du public à l'actualité et de manière générale à faciliter la communication de l'information. Point extrêmement positif, donc, est le vecteur de l'Internet, mais également dans ces mêmes décisions, la Cour a pris soin de préciser et de souligner immédiatement, je cite là encore, que les avantages de ce média s'accompagnent d'un certain nombre de risques et que les communications en ligne et leur contenu risquent assurément bien plus que la presse de porter atteinte à l'exercice et à la jouissance de droits et libertés fondamentaux. Donc on saisit bien la notion fondamentale d'encadrer et de fixer un processus et un système normatif sur le fond et sur les responsabilités qui saisissent bien et qui intègrent précisément l'Internet et les interventions des internautes. Donc mon intervention, elle va être en 2 temps, comme je vous l'exposais. D'abord, je vais aborder rapidement les problématiques de fond des blogs, un peu plus que les blogs, je préciserai mon propos dans quelques instants. Donc en un mot, quelle est la liberté de ton qui est admise sur les espaces de liberté d'expression non professionnelle, parce que c'est de là qu'il s'agit, et de l'autre, une problématique plus spécifique qui résulte des responsabilités qui sont induites par les contributions de tiers sur les espaces qui sont les espaces de contribution personnelle, cette fois sur des sites à la fois professionnels ou non professionnels. La distinction n'est pas pertinente. Alors, sur la liberté de ton du blogueur, comme je vous le disais, je l'étends. Je vais élargir mon propos parce que le blog, la Commission générale de terminologie et néologie a essayé d'apporter une définition au blog, la même définition, la même commission qui avait considéré que le back-office en anglais pouvait se traduire par l'arrière-guichet. Donc on a bien conscience que les tentatives parfois de la commission de néologie sont un peu difficiles à saisir. Néanmoins, elle a essayé, et c'est là son mérite, de donner une définition au site Internet, au blog, qui est défini comme un site Internet souvent personnel, présentant du plus récent au plus ancien de courts articles ouverts aux commentaires des internautes. C'est un avis qui a été publié au JORF du 16 septembre 2014.
Mais je vous le disais, mon propos sera plus large puisqu'il visera à s'appliquer à plus largement tout espace consacré à la libre expression des internautes, pour reprendre l'expression qui a été utilisée lors des travaux parlementaires qui ont conduit à la modification de l'article 93.3 de la loi de 1982, sur laquelle je reviendrai dans une deuxième partie. Et en 2009, effectivement, l'expression qui a été utilisée était celle de l'espace consacré à la libre expression des internautes, ce qui inclut, c'était également ce qui était évoqué dans les travaux parlementaires, les forums de discussion, mais auxquels on pourrait également ajouter les réseaux sociaux ou les plateformes de microblogging. Alors, je l'ai dit en introduction, sur ces réseaux et sur ces blogs ou ces espaces personnels, puisque je pense qu'on peut tous trouver un consensus sur le fait qu'on doit opérer en l'occurrence une distinction entre les espaces professionnels où les journalistes s'expriment et les espaces d'expression non professionnels sur lesquels les internautes s'expriment. Néanmoins, les organes du Conseil de l'Europe ont à plusieurs reprises souligné le fait qu'il y avait une certaine proximité et que l'internaute qui s'exprimait devait bénéficier d'une protection particulière. Je pense notamment à une déclaration du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe du 7 décembre 2011, dans laquelle le Conseil des ministres a rappelé et souligné une expression qui était inédite à ma connaissance, celle du chien de garde social que constitue l'internaute et qui ne manquera pas de faire penser au chien de garde de la démocratie que constitue le journaliste et qui a été évoqué dans de nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment les arrêts Goodwin ou Observer pour ne pas les citer. Donc cette déclaration du Conseil des ministres est assez intéressante parce que par le statut de chien de garde social, je ne vous citerai pas l'intégralité de cette déclaration, mais le chien de garde social était présenté comme faisant partie d'un nouvel écosystème qui permettait, c'est le terme exprimé, écosystème qui permettait des changements positifs dans le monde réel. Donc effectivement, cette prise en compte de l'intervention de l'internaute non professionnel dans la liberté d'expression, elle a été reconnue par les organes du Conseil de l'Europe. Alors, en droit français, Christophe Bigot l'évoquait tout à l'heure rapidement, les blogs sont évidemment et relèvent intégralement du système normatif de la loi de 1881, puisque dès lors qu'ils sont publics, ils ont vocation à se voir appliquer les dispositions dans leur intégralité. Alors aujourd'hui, ça va de soi, plus aucun plaideur, je pense, ne le soulève devant les juridictions. Ça l'avait été il y a quelques années dans un jugement qui avait fait grand bruit parce qu'il était présenté comme l'un des premiers jugements. C'était un jugement relatif au blog monputo.com qui a été rendu par la 17e, qui aujourd'hui a donné lieu à de nombreuses espèces, même dans divers dossiers, et dans le cadre duquel la 17e chambre a reconnu qu'il importait peu pour l'applicabilité à la présente espèce de la loi de 81 que le service de communication électronique en ligne fourni par le prévenu n'ait pas été édité par celui-ci à titre professionnel, mais constitué ce qu'il est convenu d'appeler indifféremment un site personnel, des pages personnelles ou plus récemment un blog. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, la loi de 1880 s'applique dans toute son intégralité au blog. Je vous propose d'évoquer très rapidement quelques décisions récentes qui viennent illustrer justement ce qu'est cette liberté particulière de ton dans ce que Basile Adair appelait l'espace citoyen, et qui permet de voir qu'effectivement, on a d'un côté une liberté de ton accrue, mais qui n'est pas absolue pour l'internaute non professionnel, ça c'est un premier point. Et s'agissant des diffamations, puisque pour l'injure la question ne se pose pas, sur la question de la bonne foi en matière de diffamation, la bonne foi est également admise de manière un petit peu particulière pour l'internaute non professionnel qui s'exprime. Alors dans un premier temps, une liberté de ton accrue, mais pas absolue. La liberté de ton donc, de l'internaute, du blogueur, de celui qui intervient sur le forum de discussion, de celui qui intervient sur les réseaux sociaux, forum de discussion ou pas forum de discussion, comparer une société à la Gestapo est diffamatoire. TGI Paris, 17e chambre, 13 janvier 2015. Et c'est là que mes excuses se poursuivent. Réseau social ou pas, qualifier son employeur de mal baisé sur Facebook est susceptible de relever de l'injure, même si celle-ci, finalement, peut être caractérisée de non public. Ça résulte d'un arrêt du 13 avril 2013 qui a cassé, c'est vrai, mais sur l'aspect public du forum de discussion. L'expression en question ne semblait pas poser de difficulté quant à son caractère injurieux. Bien évidemment, c'est ce qui a été, je rejoins totalement ce qui a été dit il y a quelques instants, la provocation à la haine sur les réseaux sociaux n'entre évidemment pas davantage dans le champ de la libre expression de l'internaute. Il est sanctionné bien évidemment comme il se doit. Et un certain nombre de décisions avaient été citées, mais j'en citerai une également, c'est arrêt de la Chambre criminelle du 17 mars 2015
sur lequel des propos qui avaient été des propos constitutifs de provocation à la haine qui avaient été reproduits sur le mur Facebook d'un homme politique étaient considérés comme excédant bien évidemment les limites admissibles et entrant dans le cadre des infractions sanctionnées. Ça, c'est pour la liberté d'expression. Sur la question de la bonne foi, le jugement Monputo que j'évoquais tout à l'heure de 2006, dans ce jugement, le tribunal avait considéré que le journaliste, le blogueur qui pourtant était journaliste de profession, le tribunal l'avait relevé, n'était pas tenu de se livrer à une enquête complète et la plus objective possible sur les faits qu'il évoquait, ce qui semblait effectivement poser une question particulière de la bonne foi pour le blogueur, mais quelques mois plus tard, la même chambre avait souligné que l'auteur d'un blog ne saurait se dispenser de justifier qu'il détenait des éléments sérieux, donnant quelques crédits à ses affirmations, jugement du 16 octobre 2006. Donc, on voit bien qu'il y a une bonne foi particulière, mais qu'elle ne peut pas s'affranchir d'une exigence minimale de recherche. Et je note également cet arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 12 novembre 2014, qui, pour confirmer la relaxe d'un blogueur, a considéré, et l'expression est suffisamment intéressante pour être relevée, qu'il disposait, au moment où il s'exprimait, de la base factuelle suffisante pour légitimer ses propos. La base factuelle, évidemment, c'est une notion qui n'est pas étrangère à la question et qui s'applique en général davantage aux journalistes qu'aux blogueurs. Néanmoins, cette question de base factuelle a été retenue. Mais cette distinction entre le journaliste et le blogueur existe bien évidemment et est encore soulignée par les juges. Dans cette ordonnance de référé du 24 juin 2015 que je citais tout à l'heure, le président du TGI de Paris a considéré que les propos étaient diffamatoires et ne permettaient pas de relever de la bonne foi, mais a considéré que cette base factuelle était manifestement insuffisante, même pour un particulier. La preuve, encore à contrario, que les particuliers semblent disposer d'une base, ou se voir reconnaître une base factuelle suffisante, différente de ce que peut être celle reconnue pour les journalistes. Notons, et ce sera mon dernier point sur cette première partie, cet arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 avril 2014, encore une fois au sujet du blog monputo.com, dans lesquels la bonne foi du blogueur a été reconnue, la Cour soulignant à cet égard qu'il avait pu rapporter les propos sans se livrer à de plus amples investigations, aucun grief ne pouvant lui être fait de n'avoir pas procédé à une recherche plus approfondie. Donc on voit bien que le blogueur bénéficie d'une liberté de ton particulière, d'une bonne foi sur mesure, mais que s'il est dépourvu dans ses propos de la moindre base suffisante ou qu'il est dans l'outrance, il sera bien évidemment condamné. On peut donc effectivement sur ce point-là conclure que l'espace de l'Internet n'est pas un espace de liberté absolue pour le blogueur et qu'il est donc encadré par la loi de 1881 avec une certaine efficacité. Encore une fois, je ne parle pas de ce qui rentre dans le cadre des infractions qui ont été évoquées il y a quelques instants, pour lesquelles on sent bien qu'il y a certaines difficultés. Alors, le deuxième point de mon intervention concerne la responsabilité des éditeurs en cas de contribution extérieure. Et alors d'abord, il faut définir la notion. On parle ici effectivement de la responsabilité des éditeurs de services de communication au public en ligne, qui sont ceux qui ne maîtrisent pas le contenu éditorial des espaces de contribution qu'ils ont mis à la disposition de tiers, qu'ils ont soit pris l'initiative de créer, soit qu'ils encadrent d'une manière ou d'une autre. Là, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus de distinction en fonction selon que le site soit édité ou pas de manière professionnelle, puisqu'il s'agit bien précisément d'espaces de contribution qui sont consacrés à des internautes et à des tiers. Il n'est pas non plus question, puisqu'on est dans la définition du statut de l'hébergeur, puisque le statut de l'hébergeur, c'est celui qui exerce une activité de stockage d'informations, c'est un intermédiaire passif, et l'intermédiaire passif a une responsabilité qui est particulière, qui a été édictée et mise en place par l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. Alors la jurisprudence et la doctrine ont un certain temps essayé de faire suivre un statut parallèle, mais aujourd'hui la question semble réglée. Et donc on peut affirmer, je ne révèle aucun secret de mes développements qui vont suivre, qu'aujourd'hui en droit français on peut considérer qu'il n'existe pas, parce que c'est ça la question importante à mon sens, d'obligation générale de surveillance pour les éditeurs des services de communication en ligne sur les espaces de contribution. Et cette situation en droit français, qui est finalement aujourd'hui relativement protectrice des acteurs, a été partiellement, en tout cas a suscité des interrogations à la suite d'un arrêt qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 16 juin 2015 et qui est ce fameux arrêt Delphi dont je vous parlais en introduction. Alors en droit français,
Le fondement de la responsabilité des éditeurs est l'article 93.3 de la loi du 29 juillet 1982 qui édicte effectivement une responsabilité en cascade. D'abord, le directeur de la publication en cas de fixation préalable des écrits, et puis, à défaut de mise en cause de sa responsabilité, celle de l'auteur, et puis celle du producteur. Alors, pour les espaces de contribution en ligne, la loi du 12 juin 2009 est venue introduire un 5e alinéa à l'article 93.3, alinéa que je suis contraint de vous lire, même si ça prendra quelques instants, parce que effectivement, c'est le fondement même de la responsabilité des éditeurs, et qui prévoit, mais qui lui s'applique uniquement au directeur de la publication, que lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi, c'est là l'intérêt, qui n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne, ou si dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. Alors, il faut tout de suite souligner que l'infraction qui est visée au début de cet alinéa, c'est bien l'infraction, l'ensemble des infractions de presse, puisque ce 5e alinéa renvoie au premier alinéa qui vise le chapitre 4 de la loi de 1880. C'est toujours très simple, mais voilà, une fois qu'on l'a lu et qu'on a pris le soin, on comprend effectivement qu'il s'agit de toutes les infractions de presse. Bon. Alors, évidemment, on voit tout de suite que cet alinéa a été instauré en faveur du directeur de la publication, parce qu'on aboutissait à une situation qui était un peu paradoxale, que dans les sites qui étaient modérés, a priori, le directeur de la publication, puisqu'il y avait fixation préalable, voyait sa responsabilité de plein droit engagée, et que pour les espaces de contribution personnelle, où il n'y avait pas de fixation préalable, eh bien, ceux qui n'avaient... il n'y avait pas de responsabilité pénale qui était engagée, et par conséquent, l'éditeur qui était plus scrupuleux voyait plus facilement sa responsabilité pénale engagée que celui qui ne modérait pas ou qui modérait a posteriori. Donc cet article est venu alléger la responsabilité du directeur de la publication. Alors, sur ce point-là, Monsieur le Président Boyer, qui avait fait des développements très pertinents, comme toujours, dans un colloque de 2010, s'interrogeait néanmoins et se demandait ce qu'il adviendrait effectivement de la notion de connaissance, puisqu'il est question de la notion de connaissance dans cet article, et lui pensait qu'il y aurait à l'avenir un parallèle, un système de notification qui serait parallèle à celui qui est mis en place pour l'hébergeur, qui, je vous le rappelle, prévoit à l'article 6 de la SCEN une procédure assez formelle dont le non-respect fait qu'on ne peut pas considérer que l'hébergeur a eu connaissance des faits. Alors, qu'en est-il 5 ans après 5 ans après, c'est pas beaucoup plus clair. Bon, voilà, comme ça c'est dit. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que on arrive à un système aujourd'hui qui semble être une casuistique qui n'est pas extrêmement claire, qui n'est pas extrêmement évidente en matière pénale quand on a une responsabilité pénale qui est induite, parce que, par exemple, sur la notion... Alors, il n'y a toujours pas de... Moi, je n'ai pas vu de décision qui impliquait un formalisme particulier qui était celui de l'hébergeur. On a une espèce de casuistique. Alors, sur la notion de connaissance, on a des décisions qui sont contradictoires, puisque... par exemple, le tribunal de grande instance de Montpellier a jugé le 5 février 2015 qu'il fallait que le directeur de la publication démontre qu'il ne connaissait pas le contenu du message, ce qui met à sa charge la preuve qui n'est pas évidente d'un fait négatif, alors que, et c'est la majorité des décisions, mais par exemple un jugement du TGI de Paris du 8 juillet 2014, d'autres décisions considèrent que, ou déduisent la connaissance de la nécessaire connaissance par le prévenu des informations qui sont portées, qui sont publiées sur son site. Alors, la nécessaire connaissance, ce n'est pas forcément une notion qui est extrêmement facile à mettre en place et qui ne garantit pas forcément de sécurité juridique maximale. Il en va de même parce que le texte ne vise pas, l'alinéa 5 ne vise pas la notion d'illicite, elle vise une infraction, mais au contraire de la responsabilité d'hébergeur à qui on doit porter à la connaissance un fait qui est manifestement illicite, dans l'alinéa 5, il n'y a pas de manifestement illicite et on ne sait pas en l'occurrence, si le caractère doit être manifestement illicite ou seulement illicite, ce qui laisse effectivement le directeur de la publication dans une situation un peu délicate, avec un risque que j'évoquerai en conclusion, qui est celui de l'autocensure, parce qu'à partir du moment où on a un doute sur le caractère illicite de l'infraction, on censure, et ça, effectivement, ça va à l'encontre de tout ce qui était favorable à la liberté d'expression, que j'évoquais il y a quelques instants. Enfin, dernier point un peu délicat, celui de la promptitude du retrait, qu'il a encore à laisser à la totale discrétion du juge. On voit à peu près un champ se dessiner, mais par exemple, effectivement, un jugement du TGI de Montpellier, toujours lui, un retrait le lendemain de la publication, c'est effectivement un prompt retrait.
Un retrait le mois suivant, ça n'est pas un prompt retrait. Après, entre les deux, il y a un champ peut-être relativement large qu'il convient au juge à chaque fois de préciser. Donc on voit bien qu'il y a une différence fondamentale entre la responsabilité du directeur de la publication et celle de l'hébergeur, puisque l'hébergeur est un intermédiaire passif qui voit sa responsabilité engagée de manière très formelle, le directeur de la publication voyant sa responsabilité engagée de manière un petit peu plus souple. J'y vois là ce que la Cour européenne relève de temps en temps et que le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe souligne également, la nécessité d'une approche graduelle des responsabilités en fonction de l'implication des acteurs dans les contenus. Alors, le directeur de la publication, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on évacue évidemment pour cet exposé la question de l'auteur des messages, puisque l'auteur des messages a nécessairement connaissance des messages qu'il poste. On était sur la responsabilité du directeur de la publication et du producteur. Le producteur restait un petit peu en marge de cet alinéa 5, puisque, je le disais tout à l'heure, il n'est pas visé expressément, et je vais conclure très vite. Le producteur, il y avait un problème de définition. Aujourd'hui, depuis 1998, on peut définir le producteur comme celui qui avait pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance. C'est un arrêt de 1998, ça a été confirmé par les juridictions du fond, la Cour de cassation le 16 février 2010 et le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 septembre 2011. Le problème, c'est qu'effectivement, ça édictait le producteur qui était laissé hors du champ de cet alinéa 5. Vous voyez sa responsabilité engagée de plein droit. Et cette responsabilité de plein droit a fait l'objet, puisque je vais aller très vite, d'une décision du Conseil constitutionnel qui a considéré, je ne vais pas parler plus vite, hein, qui a considéré que ce régime de cette présomption de responsabilité était effectivement contraire à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen et par ces décisions du 16 septembre 2011 a émis une réserve de constitutionnalité, si bien que par la suite, la jurisprudence et notamment deux arrêts importants du 31 janvier 2012 et du 30 octobre 2012 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, eh bien, cette disposition de responsabilité allégée du directeur de la publication a été étendue au producteur et aujourd'hui, il est acquis que le directeur de la publication comme le producteur ne peuvent plus voir leur responsabilité engagée s'ils n'ont pas eu connaissance ou s'ils n'ont pas retiré promptement les écrits qui ont été portés à leur connaissance. Dernier point sur cet événement-là, sur cette question-là, les incertitudes qui existaient pour le directeur de la publication existent également pour le producteur, puisqu'on a deux décisions, notamment la Cour de renvoi sur l'arrêt qui a été rendu le 31 janvier 2012, qui a considéré que la responsabilité du producteur se déduisait du fait qu'il ne contestait pas avoir eu connaissance des écrits. Là encore, ce n'est pas effectivement la même chose que d'avoir effectivement connaissance des écrits. Et puis l'arrêt de la Chambre criminelle du 17 mars 2015 que j'évoquais tout à l'heure sur Facebook, qui souligne la responsabilité du producteur, parce que les propos en question, il ne pouvait pas soutenir ne pas avoir eu connaissance des écrits en question. Donc c'est effectivement une casuistique permanente. Le producteur, effectivement aujourd'hui, la responsabilité subsidiaire du producteur apparaît aujourd'hui totalement inutile depuis qu'on a unifié ce régime, et je rejoins totalement les observations qui ont été faites il y a quelques instants, notamment celle de Christophe Bigot, disant que plutôt que de rechercher une responsabilité subsidiaire du producteur, ce qu'il convient de faire, c'est effectivement de lutter de manière plus active et de plus efficace contre l'anonymat des internautes et de pouvoir permettre aux victimes d'avoir un recours efficace contre non pas les responsables de droit, mais les auteurs des messages en question. Si Basile me laisse encore parce que c'était quand même la deuxième partie de mon intervention sur l'arrêt Delphi. Juste sur l'arrêt Delphi, qui, en deux mots, et le sujet est vaste et je suis allé vite. C'est un gros sujet. Mais je savais qu'il y avait un esprit de concision qui permettait de... Oui, il est loin, l'esprit de concision. Bon, je ne l'ai pas confié à Christophe Bigot, parce que sinon ça n'aurait pas difficile. Donc on peut conclure que le régime français pose ce système, ne pose pas d'obligation générale de surveillance, et effectivement, la discussion qu'on sera peut-être amené à avoir tout à l'heure, peut naître de ce fameux arrêt Delphi contre Estonie du 16 juin 2015, dans lequel la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, qui confirme un arrêt de chambre du 10 octobre 2013, semble valider le principe d'une obligation générale de surveillance pour les portails d'actualité en ligne commerciaux. Et là, il y a un attendu qu'il faut citer, parce que je pense que c'est celui qui est le plus important dans cette décision, qui par ailleurs est présenté comme une décision d'espèce. Paragraphe 159, la Cour considère que pour protéger les droits et intérêts de la société dans son ensemble, les États contractants peuvent être fondés à juger des portails d'actualité sur Internet responsables sans que cela n'emporte violation de l'article 10 de la Convention, si ces portails ne prennent pas de mesures pour retirer les commentaires clairement illicites sans délai après leur publication, et ce, même en l'absence de notification par la victime alléguée ou par des tiers. On est très clairement là, quelle que soit l'analyse qu'on peut en faire, dans une obligation générale de surveillance qui est portée pour les éditeurs de portails d'actualité.
Alors, ça a été assez sévèrement critiqué par la doctrine. Ce qu'on peut faire, et ce sera ma conclusion, comme transposition en France, en l'état du droit positif, cette décision ne me semble pas susceptible d'être appliquée dans toute sa rigueur, puisqu'on est effectivement dans l'approche graduelle entre les responsabilités des auteurs, des hébergeurs, des éditeurs de contenu, de services, selon qu'il y ait des espaces de contribution ou pas. Et ce n'était pas le cas, effectivement, de la législation estonienne. Donc je pense qu'elle n'est pas transposable en l'espèce dans notre système français. Et en tout état de cause, elle ne le serait pas pour les éditeurs non professionnels, puisque la Cour prend soin de relever que ça ne concerne que les éditeurs professionnels et que la présente affaire ne concerne pas d'autres types de forums sur Internet, tels que les blogs ou autres. Alors, et j'en terminerai là-dessus. Effectivement, cette décision me semble un peu contradictoire avec le processus de développement de la liberté d'expression, peut susciter effectivement un risque majeur auquel peut-être l'avenir nous dira ce qu'il en est, qui est celui de l'autocensure des éditeurs quand ils auront le moindre doute. Et cette autocensure, effectivement, est, à mon avis, radicalement contraire à l'objectif de développement de l'information qui est la préoccupation magistrat. Merci beaucoup.